Les institutions bancaires occupent une place importante dans le développement du Burkina Faso et elles participent au financement du plan national de développement économique et social. Ces propos sont du président du Faso qui a inauguré ce jeudi le nouveau siège de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Le coût de l'infrastructure est d'environ 5 milliards de francs CFA. Et puis c'est parti pour la 10e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou. Jusqu'au 18 novembre prochain, le monde de la communication mène la réflexion autour du thème médias sociaux et formation des opinions en Afrique. Ce thème a d'ailleurs fait l'objet d'échanges à la conférence inaugurale des UACO 2017. Une nouvelle structure dénommée Groupe de pression pour l'extradition et le jugement de Blaise Compaoré et autres vient de voir le jour. Ce groupe réclame la célérité dans le traitement des affaires judiciaires au Burkina Faso. Il exige notamment de la justice la lumière sur le dossier de l'insurrection de 2014 et du putsch manqué de 2015. Au Zimbabwe, la situation politique est toujours confuse depuis l'entrée en scène de l'armée. Robert Mugabe est toujours assigné à résidence pendant que l'armée reste déployée dans la capitale Harare. Côté réaction, l'Union africaine a déclaré qu'elle n'acceptera jamais un coup d'État militaire au Zimbabwe. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, le président du Faso a procédé ce matin à l'inauguration du nouveau siège de la BESIC, la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce. Le bâtiment, dont le coût de réalisation est estimé à 5 milliards de francs CFA, est situé à la zone d'activité commerciale et administrative de Ouagadougou. Selon les premiers responsables de la BESIC, la réalisation du nouveau siège de cette banque répond au souci d'offrir un meilleur cadre d'accueil à la clientèle. Pawadrogo Chazongo et Abou un nouveau siège à la hauteur des ambitions de la BESIC, la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce. L'infrastructure, qui a coûté environ 5 milliards de francs CFA, a été inaugurée par le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a aussi visité les locaux de la banque qui veut se positionner comme une banque de référence sur le marché national en termes de qualité de service. La construction de ce nouveau siège s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous avons initié au niveau de BESIC. Ce projet, nous espérons, permettra de renforcer notre présence et notre visibilité dans les pays de plantation de nos filiales. Depuis son installation au Burkina Faso en 2004, la BESIC a investi plus de 500 milliards de francs CFA dans des domaines comme l'agriculture, les mines, le commerce et les infrastructures. La banque s'est également engagée à accompagner la mise en œuvre du PNDS et d'autres projets de développement. Au titre du financement des secteurs publics, la BESIC Burkina souscrit régulièrement au titre bons publics pour un portefeuille moyen d'environ 15 milliards de francs CFA. Les investissements qui ont été déjà réalisés par le passé ont permis l'accompagnement de jeunes créateurs d'entreprises sur l'ensemble du territoire national à travers le financement de leurs projets. Le président du Faso a salué la construction du siège social de la BESIC au Burkina, un plus pour la banque et pour l'économie burkinabé. Il était tout à fait normal que je puisse venir participer à cette cérémonie qui est certes symbolique, mais qui matérialise en tout cas l'engagement de la banque. Au Burkina Faso, l'engagement de la banque à financer l'économie nationale et le secteur privé burkinabé. Le nouveau siège de la BESIC est un bâtiment de 8 niveaux, y compris le sous-sol. Il est situé dans la zone d'activité commerciale et administrative Zaka de la capitale burkinabé. Et après cette cérémonie, les responsables de la BESIC sont allés à Kosiam pour traduire leur reconnaissance au chef de l'État. Ali Omar Al-Mokhtar en a profité pour parler des stratégies d'investissement de la filiale BESIC. L'ambition de cette banque est de couvrir l'ensemble du territoire burkinabé. Konsoum Koulibaly et Omar Zambri. Un investisseur chez le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le président directeur de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce manifeste son intérêt d'investir sur tout le territoire burkinabé. Ali Omar Al-Mokhtar est là pour parler de stratégie d'investissement possible. Notre filiale BESIC Burkina est en train de faire plus des agences pour couvrir presque tous les territoires burkinabés. Nous sommes aussi engagés à participer à beaucoup de projets
des dossiers de développement importants pour Burkina. Nous sommes concernés par l'agriculture, ça c'est important pour Burkina, et l'industrie, et l'énergie, les télécommunications, et la BTB, et les autres projets de services. Ali Omar Al-Mokhtar a profité de cette occasion pour réitérer ses remerciements au président du Faso pour sa présence à la cérémonie d'inauguration de son nouveau bâtiment ce matin dans la zone Zaka à Ouagadougou. Il a également réaffirmé son engagement dans la mise en œuvre du PNDS. Une délégation de l'Église catholique était ce jeudi au Premier ministère. La délégation est allée soumettre au chef du gouvernement les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements scolaires catholiques. La délégation avait à sa tête le cardinal Philippe Ouédraogo. Le reportage de Moussa Ouédraogo et Moumouni Soubega. La venue des établissements catholiques au Burkina au cœur des échanges entre le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba et les responsables de l'Église catholique. Conduite par le cardinal Philippe Ouédraogo, la délégation est venue présenter les difficultés que rencontrent les établissements catholiques. Nous avons bien entendu parler de l'éducation. L'État a besoin du concours de tous les citoyens, de toutes les communautés, les musulmans, les protestants, les catholiques. Nous avons quelque chose à apporter. Haya Haya Tisugudo Zenke. C'est ensemble que nous soulevons la toiture pour poser sur la case. Alors donc, nous nous sommes concertés par rapport à l'école catholique qui apporte aussi sa modeste contribution. Tout cela contribue à donner la qualité à notre éducation et il nous faut ensemble trouver les voies et moyens pour que ce défi majeur de l'éducation soit relevé par l'État avec le concours de toutes les bonnes volontés. Une convention a été signée entre l'Église catholique et le gouvernement en 2009 et la question de ce partenariat n'est pas passée sous silence au cours des échanges. Pour le cardinal Philippe Ouédraogo, l'école catholique apporte une contribution indispensable dans le domaine de l'éducation au Burkina. Pour lui, la rencontre a abouti à des perspectives très intéressantes. Autre point de l'actualité, les universités africaines de la communication de Ouagadougou ont débuté ce 16 novembre. L'événement réunit les professionnels de la communication, des chercheurs, des universitaires et des étudiants en communication. Les UACO cette année mettent au centre de la réflexion les médias sociaux et la formation des opinions en Afrique. Plusieurs activités sont au programme des UACO qui sont à leur 10e édition après le rendez-vous manqué de 2015. Konsun Koulibaly et Maïmouna Traouri. La 10e édition des universités africaines de la communication de Ouagadougou se tient dans un contexte international marqué par un développement fulgurant des réseaux sociaux avec les avantages et les inconvénients. Le thème « Réseaux sociaux et formation des opinions en Afrique » vient donc à propos. Ces professionnels des médias, universitaires, chercheurs et étudiants se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour échanger autour des nouveaux défis qui se présentent au secteur de l'information et de la communication. Les réseaux sociaux ont participé énormément à la constitution des opinions dans notre pays. Il y a une opinion publique qui s'est créée et qui est fortement imprégnée de cette réalité. La question que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir comment dans un contexte d'insécurité fort comme celui que notre pays connaît, nous devons utiliser ces réseaux-là. Première question. Deuxième question, comment les médias classiques s'adaptent à cette réalité-là. Et troisième question, qui est une question majeure, vous avez vu qu'on a eu un certain nombre de procès en cours sur ces questions des réseaux sociaux, avec d'autres même qui sont encore en pendant devant les juridictions. C'est la question de la responsabilité civile et pénale. Des questions qui nous interpellent d'autant plus qu'il y a seulement quelques années, l'entreprise de formation des opinions était encore la chasse gardée des médias traditionnels. Cette situation de monopole assurait une certaine crédibilité aux opinions publiées et exigeait une grande responsabilité des journalistes chargés de les recevoir, de les sélectionner et surtout de les traiter avant de les publier. Mais aujourd'hui, l'exercice de la liberté d'expression et de presse s'est vu élargir ses frontières par l'arrivée de nouveaux médias avec de grands espoirs pour la libération de la parole citoyenne, mais aussi de gros risques de manipulation et de violation de toutes sortes.
Et c'est parti pour 3 jours de travaux. Le programme prévoit un colloque académique, une exposition de matériel et d'équipements de communication et d'éthique en rapport avec l'évolution technologique, un forum des grandes écoles de formation en journalisme et communication et une rencontre conjointe entre les responsables des télévisions de l'espace UEMOA et les opérateurs de mise en œuvre de la télévision numérique terrestre. Et après la cérémonie d'ouverture, le programme des UACO s'est poursuivi avec la conférence inaugurale. Une conférence sur le thème des UACO, à savoir donc médias sociaux et formation des opinions en Afrique. Elle a été animée par Serge Théophile Balima, professeur de communication, avec à ses côtés Béatrice Damiba, ancienne présidente du Conseil supérieur de la communication. Le résumé de la conférence avec Nongba Kouda et Omar Zambri. Les médias sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et autres ne sont ni mauvais ni bons. Tout dépend de ce que l'on en fait et comment on les utilise. C'est en substance ce que l'on peut retenir de cette conférence inaugurale des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO. Une conférence animée et modérée par des experts en la matière qui portent sur le thème central « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique ». Ce sont de nouveaux moyens de communication sociale qui permettent à des usagers d'échanger des informations, des expériences et de partager aussi des savoir-faire à travers ces nouveaux outils. Évidemment, comme tout outil, il comporte des avantages et des inconvénients, mais je pense qu'il faut simplement s'adapter à cette nouvelle ère dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour en faire plutôt de bons usages que de mauvais usages. S'adapter à cette nouvelle ère numérique et composer avec les médias sociaux, un message apprécié par les participants. On est obligé aujourd'hui de considérer les réseaux sociaux comme étant à part entière un canal d'information, un canal de discussion, un canal nécessaire pour vraiment faire passer les informations. Les questions qui ont été abordées sont des questions qui interpellent chacun de nous à voir dans quelle mesure il faut faire face justement donc aux conséquences de ces réseaux sociaux. C'est un motif de satisfaction pour moi. Et sans compter que la substance, la quintessence de ce qu'il a dit est hautement appréciable. Plusieurs sous-thèmes en lien avec le thème principal seront développés au cours de nombreuses rencontres entrant dans le cadre de ces UACO 2017. Cette conférence inaugurale a connu la participation de plusieurs professionnels de l'information et de la communication venus de l'Afrique, de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. Un autre événement qui bat son plein dans la capitale burkinabé, ce sont les États généraux de la jeunesse. En marge des travaux en salle se tient une exposition sur le site de la salle de conférence de Ouaga 2000. Les visiteurs y trouvent une diversité de produits et services en rapport avec des sujets tels que l'autonomisation économique et la santé sexuelle et reproductive des jeunes. Voyons quelques stands avec Kwale Nebié et Vincent Tchenerbego. En marge des conférences et autres séances de travail, une aire d'exposition à l'occasion des États généraux de la jeunesse. Structures publiques de financement ou de conseil, partenaires au développement, ces exposants montrent aux visiteurs ce qui peut intéresser les jeunes, notamment pour leur autonomisation économique. Tous les jeunes qui étaient là venaient de la province du Sénon et qui participent aux États généraux de la jeunesse. Et donc, ils étaient intéressés à savoir un peu le contenu de notre projet, donc dont l'intérêt qu'ils ont montré pendant que je parlais et qui, je disais un peu les objectifs, mais surtout les activités que nous comptons de mener dans la zone du projet. Le PSE, c'est le plus grand programme du ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle. Et nous nous occupons de toutes les catégories de jeunes et avec les femmes aussi. On leur présente les opportunités de création d'emplois et les opportunités de promotion d'auto-emploi. À cette exposition, des services sociaux sont également présentés. Question de promouvoir les comportements qui ne compromettent pas les rêves de jeunesse. La santé de la jeunesse est vraiment une question importante pour le développement du pays. Donc en tant que ministère de la jeunesse, nous ne pouvons pas rester en marge de ce grand regroupement. Les participants, notamment les jeunes qui sont là, passent visiter et ils sont intéressés. Nous leur montrons nos services et surtout les méthodes contraceptives qui sont disponibles. Il y a des méthodes pour les jeunes, il y a des méthodes aussi pour les adultes. Et ceux qui sont intéressés, on les oriente vers les formations sanitaires. Tout sur place, on peut les
donner quelque chose, on les donne. Par exemple, il y a les condoms qui sont là, que ce soit le condom féminin ou masculin. Cette exposition destinée aux participants venus des différentes régions est aussi ouverte au public ouagalais jusqu'à samedi. Autre point de l'actualité, et nous découvrons cette nouvelle structure dénommée Groupe de pression pour l'extradition et le jugement de Blaise Compaoré et autres. C'est un mouvement qui vient de voir le jour et qui réclame la célérité dans le traitement des affaires judiciaires. Il est composé d'anciens parlementaires burkinabés et étrangers qui exigent de la justice burkinabé la lumière sur les dossiers de l'insurrection de 2014 et du putsch manqué de 2015. Adama Giti et Nyarkiteda. Ce groupe trépigne d'impatience des dossiers pendant en justice. Anciens parlementaires burkinabés et d'institutions communautaires, continentales et internationales, ils sont révoltés contre la lenteur dans le traitement des dossiers pendant en justice. Ils décident de mettre la pression sur l'appareil judiciaire, d'où le nom Groupe de pression pour l'extradition et le jugement de Blaise Compaoré et autres. Le groupe est motivé en cela par plusieurs raisons. L'impatience de notre peuple et de ses composantes jeunes, femmes, société civile, de voir la manifestation de la vérité par le traitement diligent de tous les dossiers dont les plus emblématiques sont les dossiers de l'insurrection populaire d'octobre 2014, le dossier du putsch manqué de septembre 2015, les dossiers Thomas Sankara, les dossiers Norvège Zongo, les dossiers Boukari Dabo et Salif Nebié. Et ce n'est pas tout. Il y a entre autres la nécessité d'accélérer la réconciliation nationale, une réconciliation qui passe par la vérité et la justice. Le groupe de pression se veut également un instrument efficace de lutte contre le terrorisme, mais une lutte toute particulière. La lutte contre le terrorisme, quand vous analysez, tout le monde est unanime qu'au temps de Blaise, les terroristes dormaient tranquillement à Ouagadougou. C'est un secret de polichinelle. Et que les chefs des terroristes, Blaise est parti à Abidjan avec un certain nombre de... Blaise doit s'exprimer par rapport à ce terrorisme qui est au Burkina Faso. S'il a eu à les héberger, si aujourd'hui il nous attaque, en son temps, il ne nous attaquait pas, on peut penser qu'il est responsable de ce qui se passe sur le terrorisme aujourd'hui dans notre pays. Adama Zouli Zagré, Janvier Mandoué, Émile Paré et autres entendent interpeller les présidents ivoiriens et français qui ont organisé selon eux la fuite de Blaise Compaoré et autres. C'est un groupe ouvert à toute personne qui approuve sa lutte. Il entend mener des démarches et actions immédiates en direction des institutions nationales et internationales. Le dialogue pour apaiser la tension qui pourrait déboucher sur une grève au ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Ce 16 novembre, la première responsable de ce ministère a échangé avec les partenaires sociaux que sont les représentants du syndicat national des travailleurs de l'action sociale et les représentants de la Confédération générale des travailleurs du Burkina. Les échanges ont porté sur le contenu de la plateforme minimale du Sintas et l'instauration d'un cadre de dialogue permanent. Des précisions avec Rasmani Zoundi et Yolande Lompo. À la recherche de solutions pour le bien-être des travailleurs, Lord Zongo et les partenaires sociaux que sont les représentants du Sintas et du comité CGTB vont pendant 48 heures échanger sur les 8 points que comporte la plateforme minimale de ce département. Pour le Sintas, ceci n'est pas un événement, car cela fait déjà plus d'une année que cette plateforme minimale a été déposée et depuis, rien à l'horizon. Par conséquent, il estime que certains engagements se doivent d'être résolus ici et maintenant. Je vous rappelle qu'on a eu la première grève sur la plateforme minimale en 8 points. C'était en décembre, le 7 et 8 décembre 2016. Les réponses qui nous ont été produites à l'occasion de la rencontre qu'on a ouverte le 21 décembre notamment, ce sont les mêmes réponses qui sont reconduites aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui fait que c'est la 3e grève que nous déclenchons sur la seule et même plateforme revendicative. Au dit du secrétaire général du Sintas, le dernier document qui leur est parvenu n'a tenu compte d'aucune de leurs appréciations et les partenaires sociaux attendent concrètement des éléments nouveaux. On parle par exemple de la question des nominations de complaisance.
Mais le gâchis est énorme aujourd'hui. Quand on prend la question de la reconstitution de la carrière des personnels des ex-gradés, voilà du personnel qui travaille depuis 32 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, l'autorité tergiverse avec des conclusions d'un comité interministériel qui a produit un travail de qualité. Et je vous dis, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas où se trouve le dossier. Nous espérons qu'au sortir de ces 48 heures de dialogue, nous allons pouvoir nous entendre sur le maximum de points. Si ce n'est pas possible de s'entendre sur la totalité, au moins que sur le maximum des points, nous puissions avoir un point d'accord. Au-delà de l'examen de cette plateforme minimale, ils examineront le format d'un cadre de concertation permanent qui servira de mécanisme de suivi de la mise en œuvre des conclusions de cette rencontre. Dans l'actualité également, chaque 15 novembre, le Burkina Faso commémore la journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière. Instaurée suite à l'accident qui avait fait près de 70 morts à Boromo, cette journée sonne comme une interpellation au respect des règles de la circulation routière. Hier, des journalistes et communicateurs qui œuvrent dans la promotion de la sécurité routière ont effectué une sortie sur le lieu du drame. Parmi eux, nos reporters Paul-David Bambara et Olopoda. 15 novembre, journée nationale de sensibilisation sur la sécurité routière. Une journée mise à profit par des journalistes et communicateurs engagés dans le combat contre l'insécurité routière pour rendre hommage aux victimes de l'accident du 15 novembre 2008 à quelques encablures de Boromo. Recueillement et minute de silence à la stèle érigée à la mémoire des victimes de la circulation, l'acte est symbolique mais plein de sens. Nous sommes venus ici pour saisir l'opportunité que cette journée nous donne pour interpeller les décideurs et nos plus hautes autorités sur la nécessité que davantage des actions fortes soient menées pour lutter contre le phénomène de l'insécurité routière qui pratiquement tous les jours, que ce soit à travers les médias ou les réseaux sociaux, nous vivons des cas d'accidents et la plupart terribles qui arrachent vraiment des parents, des frères et des connaissances à notre affection. Considéré comme l'un des plus meurtriers de l'histoire du Burkina, cet événement tragique du 15 novembre 2008 avait endeuillé toute la nation burkinabé. On se souvient toujours de ce bilan terrible de 70 morts, dont 69 sur le coup et 35 blessés. Ce symbole que vous voyez honore la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie par suite d'accidents et tous ceux qui perdront la vie un jour aussi par suite d'accidents. Que ce soit ici à Boromo, on sent que les populations ne connaissent même pas l'importance de cette infrastructure, ne connaissent même pas le symbole. Alors nous, en tant que communicateurs, si nous sommes là, c'est pour contribuer aussi et amener la population à savoir que cette infrastructure qui a été réalisée ici alors, est tout un symbole et a tout un sens. La mairie de Boromo est ici interpellée pour l'entretien de la stèle. Le plaidoyer est vite mené auprès des autorités communales afin de donner à l'édifice la place qu'il mérite pour répondre à son objectif, celui d'attirer l'attention du grand public sur l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route. Une autre journée célébrée hier 15 novembre, mais cette fois au plan international, c'est la journée mondiale de lavage des mains. Cette journée est aussi importante que le lavage des mains contribue à la promotion de l'hygiène et l'assainissement. À l'occasion de cette journée, l'ONG WaterAid et l'Association des sages-femmes et maïeuticiens ont lancé une campagne de plaidoyer pour un meilleur accès des populations à l'hygiène et à l'assainissement. Roger Bembamba et Kadi Sanogo. Cette démonstration du lavage des mains à l'eau potable et au savon par les professionnels de la santé marque le top de départ de la célébration de la 10e journée mondiale du lavage des mains au Burkina Faso. Une journée commémorée en différé par l'ONG WaterAid en collaboration avec l'Association des sages-femmes et maïeuticiens et qui vise la promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les centres de santé. C'est une opportunité pour l'ONG internationale WaterAid de lancer sa campagne dénommée « Un départ sain, eau, assainissement et hygiène pour un départ dans la vie ». L'objectif est de contribuer à améliorer la santé et la nutrition des nouveau-nés et des enfants. Un départ sain, c'est un départ pour la vie. Et il faut que ce départ-là
si je dis un premier pas, vous allez dire c'est un bébé pour le moment, mais c'est vrai, il faut que ce bébé naisse dans des conditions saines, voilà, et pouvoir grandir sainement, parce que nous voulons que, en tout cas, les enfants de demain, les générations à venir naissent dans des conditions adéquates avec leur mère et résident en fait dans ces centres-là, dans ces lieux sanitaires, et dans des conditions appropriées. Pour le parrain de la cérémonie, gynécologue de son état, cette journée revêt une grande importance. La première règle élémentaire de la prévention des infections, c'est se laver les mains. Se laver les mains permet de prévenir au moins 50% des maladies infectieuses qui se transmettent par le puéril fécal. Donc c'est une interpellation, c'est un soutien et nous l'accueillons à sa juste valeur. La célébration de cette journée a été une occasion pour remettre des dispositifs de lavage des mains et des kits d'hygiène au personnel médical de la maternité du district sanitaire de Bordeaux ainsi qu'à des mères. L'ambassade du Royaume de Belgique a célébré hier la fête du roi des Belges. La cérémonie a connu la présence des corps diplomatiques, des membres du gouvernement burkinabé et des représentants de la société civile. La fête du roi des Belges est généralement célébrée le 21 juillet et elle prend l'allure d'une fête nationale en Belgique. Rasmani Zoundi et Zalista Sanfo. L'ambassadeur du Royaume de Belgique célèbre la fête du roi avec ses hôtes. Réunis ici autour d'un cocktail, il entend par cette communion rassembler les communautés de patriotes, renouer les liens d'amitié et faire le bilan des activités de l'année écoulée. La Belgique a le choix dans des pays comme le Burkina de fêter sa fête nationale aussi le 15 novembre. C'est la fête du roi, c'est la fête de la royauté. Avant, ça s'appelait la fête de la dynastie. Et c'est le moment où on se rassemble entre compatriotes, avec la communauté burkinabé aussi, le gouvernement, le corps diplomatique, pour fêter la Belgique et faire le bilan de ce qu'on fait ici et qu'est-ce qu'il y a comme perspective dans le futur. Pour l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, le monde est en pleine transformation. Et pour faire face à ce monde, il convient de privilégier l'ouverture et la coopération entre les deux pays. Cette commémoration a été aussi le lieu pour l'ambassadeur de rappeler à ses collaborateurs que la Belgique est candidate à un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020. En culture, les nuits atypiques de Koudougou se tiendront du 29 novembre au 3 décembre prochain. Cette 22e édition des NAC est placée sous le thème « Jeunesse et défense du patrimoine culturel ». Le budget, dont une bonne partie reste encore à mobiliser, est d'environ 73 millions de francs CFA. Ces informations ont été données par les organisateurs des nuits atypiques de Koudougou au cours d'une conférence de presse. Moussa Oudraogo et Omar Zambri. Une conférence de presse pour annoncer les couleurs de la 22e édition des Nuits atypiques de Koudougou. Une édition qui va se dérouler du 29 au 3 décembre 2017 sous le thème « Jeunesse et défense du patrimoine culturel ». Ce thème se justifie amplement par le fait qu'au Burkina Faso, la question de sauvegarde du patrimoine culturel se pose aujourd'hui comme un impératif, tant les risques de sa perdition sont élevés. Individuellement et collectivement, les Burkinabés semblent avoir relégué au rang de folklore presque tout ce qui touche à l'héritage que leur ont laissé leurs devanciers. Cette 22e édition des Nuits atypiques aura une saveur particulière selon les organisateurs. Une part belle est réservée aux artistes nationaux. Côté sécurité, des dispositions sont déjà prises pour que le programme se déroule sans embûches. Pour cette année, les NAC se dérouleront de la manière suivante. Des concerts live au Théâtre populaire de Koudougou sur la scène intérieure et sur la scène octave, des conférences à la salle de fête de la mairie pour débattre des thèmes inscrits. Nous avons aussi la rue marchande que vous connaissez, que nous appelons le village atypique. Le budget global alloué pour ce grand événement culturel de Koudougou est d'environ 73 millions de francs CFA. Pour l'heure, le comité d'organisation a déjà mobilisé environ 43 millions de francs CFA, ce qui représente 57% du budget et s'active pour retrouver les 43% restants.
Pour cela, les organisateurs appellent les partenaires et tous les amoureux de la culture à se manifester pour combler le gap financier afin de réussir cette 22e édition des Nuits atypiques de Koudougou. Après Abidjan, l'émission Cocktail Intégration a déposé ses valises à San Pedro et à Meagui en Côte d'Ivoire. Sur la scène, des artistes burkinabés qui ont tenu la diaspora burkinabé en haleine. Et c'est une variété de musique qui a été servie à la communauté burkinabé vivant dans ces deux villes. On voit cela avec Frédéric Etienne Bastenga. San Pedro et Meagui vibrent au rythme de cocktail. Comme s'ils étaient sur les terres de la mère patrie, les Burkinabés vivant dans cette partie de la Côte d'Ivoire, dans un élan empreint de patriotisme, communient avec les artistes qui ont fait le déplacement, jeunes talents comme artistes confirmés. Musique traditionnelle avec Zouk Nazagamda, tradi moderne avec Maya, Ali Vérité avec son Zouk, Wendy, Prince Wetaba, l'homme du Ting Tang, Ahmed Smani et son Taki Borosé, bref, chaque artiste a donné le meilleur de lui-même à la satisfaction du public. Cocktail s'est très bien passé. Vraiment, ça a été une très très belle réussite. Ça a été une réussite. Je ne pensais pas que le monde allait venir comme ça. Vraiment, je suis très content. La diaspora de Côte d'Ivoire est bien imprégnée des sonorités venant de chez elle. Elle reprend parfois en chœur les chansons des artistes. Ce qui m'a beaucoup marqué, les Burkinabés ont répondu vraiment favorablement. C'est ce qui m'a beaucoup touché. Et je crois que nous allons revenir et à tout moment leur faire plaisir parce que les gens nous les manquons. Carton plein à Abidjan, à San Pedro et à Meagui, Joseph Mascotte Tapsoba flairait cet engouement, mais ne s'attendait pas à une telle affluence. Oui, c'est une satisfaction générale puisqu'à Abidjan, on a fait le plein des 4000 places. À San Pedro, c'était extraordinaire. Et puis à Meagui, on a eu un beau public. Alors moi, je crois que l'objectif est atteint et les artistes ont pu s'exprimer. Nous avons pu réaliser ce que nous avons décidé de faire, Cocktail Intégration, apporter un message d'amour, un message de paix. Cocktail Intégration Acte 3 est en train déjà d'être pensé avec le partenaire Abdoul Service International qui a soutenu les 3 étapes, Abidjan, San Pedro et Meagui. En plus de ces 3 villes, l'équipe veut à sa caravane prochaine en terre ivoirienne ajouter d'autres étapes. Actualité à l'étranger et en bref, au Zimbabwe, la situation politique est toujours confuse depuis l'entrée en scène de l'armée. Robert Mugabe est toujours assigné à résidence. L'armée est encore déployée dans la capitale Harare et elle encercle les principaux bâtiments officiels. L'armée est aussi toujours positionnée autour de la résidence du président. Côté réaction, l'Union africaine, par la voix de son président en exercice, le Guinéen Alpha Condé, a déclaré que l'UA n'acceptera jamais un coup d'État militaire au Zimbabwe. La situation politique au Zimbabwe est justement analysée dans la presse écrite au Burkina Faso. Au plan national, les journaux font cas de construction d'immeubles à Ouagadougou sans respect de la réglementation, de même que les états généraux de la jeunesse. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. États généraux de la jeunesse, repenser les actions en faveur de la jeunesse. Titre citoyen à propos de cette rencontre qui s'est ouverte hier à Ouagadougou. Près de 1000 jeunes de toutes les régions prennent part à la réflexion autour du thème « Quelle gouvernance pour une contribution optimale de la jeunesse au renouveau politique, économique et social au Burkina Faso ?» Un cadre de réflexion et de partage d'idées afin de résoudre les problèmes auxquels font face les jeunes, selon le Premier ministre. Paul Kabatieba ajoute dans Aujourd'hui au Faso qu'un diagnostic participatif devra permettre de construire une plateforme consensuelle d'action autour des problématiques majeures des jeunes. Le pays nous cite quelques thématiques à l'ordre du jour comme l'accès au crédit bancaire, les taux de crédit, la formation, mais aussi le civisme et la consommation de stupéfiants. Savez-vous que pour construire à Ouagadougou, il faut un permis ? Selon l'observateur Palga, le commun des Burkinabés pense qu'il suffit d'avoir des poches pleines et un plan de son immeuble et hop,
Les chiffres sont parlants. Sur 300 chantiers, seulement 2 avaient un permis de construire en 2016. Conséquence, il n'est pas rare de voir sur un chantier l'inscription « Arrêt des travaux », sans oublier les amendes et la prison pour les faussaires, selon le directeur général du contrôle des opérations d'aménagement et de construction dans une interview accordée au journal. Que se passe-t-il au Zimbabwe? Pour l'Obs, coup d'État contre Grace Mugabe, la première dame. Le chef de l'armée a en effet mis à exécution sa menace et des militaires ont pris possession des sites stratégiques d'Harare à grand renfort de blindés. Ils prétendent que ce n'est pas un coup contre le président, mais une simple opération de salubrité dans l'entourage du vieux Bob. Soit, seulement à 93 ans, le journal imagine mal le plus vieux chef d'État en exercice dans le monde reprendre la plénitude de ses fonctions. Coup d'État ou pas, le Zimbabwe vient de basculer dans une période d'incertitude avec un air de fin de règne selon Sidwaya. Et aujourd'hui, au Faso d'ajouter, pitoyable fin de règne pour un dinosaure. Avant de prendre congé de vous, sachez que l'émission Controverse a lieu ce soir sur la RTB. Le Plan national de développement économique est un programme gouvernemental qui est en marche depuis 2016. Est-ce un plan à succès ou voué à l'échec? Entre partisans de la majorité, de l'opposition et de la société civile, la question divise. Le PNDS a fait donc l'objet de l'émission Controverse juste après ce journal à partir de 21h et c'est dans une animation de Simon Gongo. Et c'est la fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.